m'appelle Henri-Jean Chubnel, professeur honoraire des universités, gémologue et compositeur de musique classique. Un bon gémologue est d'abord un bon minéralogiste qui connaît à peu près tout ce qui se taille et qui peut imiter les pierres précieuses. Par exemple, je me rappelle autrefois au muséum qu'on avait présenté une dioptase taillée au professeur Orsel. Il a dit: mais c'est pas une émeraude, madame, c'est une dioptase, un silicate de cuivre. Ah ben on m'avait dit que c'était une émeraude de cuivre. J'avais surtout du beryllium dans l'émeraude. Il faut être aussi un petit peu physicien, savoir prendre des indices de réfraction, de regarder à la loupe binoculaire si on peut voir des inclusions. Parce que quelquefois des inclusions renseignent sur la localité où on a pu trouver le saphir, le rubis, l'émeraude. Il y a souvent beaucoup de crapauds, comme on dit, dans les diamants. Évidemment, il y a une telle masse de diamants qu'on préfère les avoir très purs. En ce qui concerne les émeraudes très pures, ça ne court pas les rues. C'est pour ça qu'elles atteignent quelquefois des valeurs considérables. Sans parler des très beaux rubis sans pigeons, dont la valeur est parfois considérable. Alors pour les autres minéraux que l'on peut tailler, que les gémologues ont dans leur collection personnelle, ils travaillent dessus. Le premier livre scientifique des pierres précieuses, pour les reconnaître une fois qu'elles ont été taillées, c'est l'œuvre magistrale de René Juste-à-Lui, qui était professeur au muséum entre 1801 et 1822. Par la suite, il y a des donations importantes qui ont été faites par divers mécènes, dont Pierre-Paul Morgan, le colonel Louis Vézinier, le ministère de l'Agriculture du Brésil et monsieur et madame Edvard Tuck. S'il y a plusieurs dizaines de millions d'espèces vivantes, végétales ou animales, il n'y a que 5800 espèces minérales. Et parmi ces 5800 espèces minérales, quelques centaines sont utilisées depuis la plus haute antiquité comme symbole du pouvoir, de puissance et d'événements importants comme les mariages, les couronnements de monarques, etc. Les collections de pierres précieuses sont faites pour être montrées. Moi, je me suis ingénié à constituer pour l'école des mines ou le muséum une collection pour être montrée au public et pour la formation, par exemple des experts de Drouot, des futurs joailliers qui veulent un peu connaître la gémologie. Et c'est l'intérêt de la beauté et de la signification symbolique des pierres qui m'a toujours intéressé. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai collectionné les minéraux. Je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que j'avais un petit laboratoire pour voir s'il y avait de l'arsenic, du cuivre, du plomb, du zinc. Et l'étude scientifique m'a amené peu à peu à préparer des examens en candidat libre pendant que j'étais bijoutier. Et à partir de 15 ans, je passais mes vacances pour ramasser des pierres et les échanger avec des collectionneurs et puis même avec des musées de Grenoble, Lyon et Paris. Mon métier de bijoutier m'a amené à constituer une collection de travail. J'ai fait une thèse sur l'étude scientifique des pierres précieuses. Après cette thèse sur l'étude scientifique des pierres précieuses, je suis rentré au muséum. Évidemment, c'est là où j'ai fait
ma plus grande carrière et mes plus grandes acquisitions. D'abord, il y avait le mécénat, bien sûr. L'association des amis de la minéralogie du muséum, que j'ai créée avec mon cher ami Roger Caillois de l'Académie française. Ma position de travail, je l'ai donnée au muséum, bien sûr. Toutes les missions que j'ai faites pour l'école des mines sont à l'école des mines. Et donc, il me restait une petite vitrine que ma mère a voulu conserver à Nice et que j'ai rapatriée, que j'ai ici. Voilà. Bien sûr, je ne suis pas le premier à faire une collection de pierres précieuses. Et c'est grâce à des centaines de milliers de collectionneurs dans le monde qu'on a pu sauver des cristaux précieux. Ma collection personnelle a commencé quand j'avais 10 ans. Je ramassais des cailloux, des insectes, des fossiles, un peu comme beaucoup de jeunes adolescents, de grands enfants. Je me suis quand même efforcé de faire une collection de gemmes. Voilà. Et ma collection de minéralogie, je l'ai donnée au muséum, bien sûr. Et la collection de gemmes, en partie, j'ai donné un coffret à l'Association française de gémologie pour l'enseignement des gémologues. Comme ça, ils pourront voir ce qu'il y a comme principale gemme taillée. Voilà. Dans cette collection, il y a une pierre très rare. C'est une petite polycite taillée. Félix Pisani, il est né en 1831, il est mort en 1920. Et donc Pisani avait laissé ce type chimique à l'école des mines. Et comme j'avais envoyé des caisses de minéraux pour faire des échanges avec l'école des mines en 1959, j'ai pu choisir dans les doubles, je suis tombé sur un petit fragment très transparent et je l'ai taillé. Et là, il y avait, ramassé par Pisani, en 1865. Voilà. Et c'est l'époque où il a découvert que c'était le premier minéral contenant une forte proportion de césium. Dans les pierres traditionnelles qu'on peut voir place Vendôme et puis chez les grands joailliers du monde entier, vous avez le diamant, le rubis, l'émeraude et le saphir. Et assimilé aux pierres précieuses, on trouve la perle, qui a été très demandée depuis la plus haute antiquité. Quand on voit des tableaux de prélats ou de monarques, il y a beaucoup de pierres précieuses et des perles, de l'or bien sûr. Et dans le nord de Minas Gerais, on a vu à Itinga des morceaux très transparents qui pouvaient parfaitement être taillés. C'était de la pétalite. Alors l'exploitant minier m'a dit « écoutez, il y en a par terre, ramassez ce que vous voulez ». Et on en a ramassé un sac qui figure maintenant dans les collections du muséum. J'ai gardé un petit cristal que j'ai taillé pour l'enseignement de l'Association française de gémologie, la formation de futurs experts, et puis des bijoutiers qui voulaient quand même dépasser le stade de diamants, rubis, saphirs, émeraudes et perles. Et alors les centaines de milliers de collectionneurs dans le monde recherchent toutes les espèces minérales qui peuvent être taillées, et ainsi ils sauvent quantité de cristaux, et qu'on peut voir dans les collections des musées, parce que les collections, il faut qu'elles soient présentées au public pour l'enseignement et pour la formation de tous les jeunes qui connaissent ce que c'est que le monde minéral, les cristaux, qu'on a pu sauver de la destruction, parce que quand on trouve quelque chose de joli, on le taille, on en fait des centres de bagues. Alors j'avais présenté en 1966 au Congrès mondial de géologie de Barcelone une série de photos prises dans les pierres précieuses sur les inclusions dans un certain nombre de gemmes. 2 jours après, l'un des plus grands gémologues du monde présente la même chose.
c'était Édouard Gublin. Donc ça m'a un peu satellisé. Et là, il n'a pas été vexé de passer après moi, parce que ça faisait 20 ans qu'il avait mis de côté des gemmes pour savoir de quelle inclusion il s'agissait. Et alors, il avait racheté l'une des premières sondes électroniques de Castin. Il avait trouvé 3 fois plus de choses que moi, mais il confirmait ce que déjà certains contestaient. Par exemple, j'avais trouvé dans des rubis de la sphalerite, de la calcite. Mais c'est pas possible. Eh bien si, il a confirmé. Quand on trouve un joli cristal, souvent à côté, il y a des cristaux cassés qui n'ont aucun intérêt pour être mis dans des vitrines. Mais ils sont transparents, belle couleur, et là, c'est normal qu'on les taille pour faire des centres de bagues et des bijoux. Mais quand un cristal est parfait, il vaut mieux le garder intact. Par contre, dans beaucoup d'endroits, on exploite la dynamite. Alors, je ne vous dis pas les débris qu'on peut trouver. Par exemple, on avait trouvé une géode d'amazonite. J'étais le premier à la voir en 1974 au Brésil. Je l'ai achetée immédiatement parce qu'elle ornait un stand de vente de minéraux. Monsieur Delef, qui a eu vent de ce cristal, est allé voir tout de suite le reste de la collection, et le plus grand cristal avait été déjà clivé en deux pour voir combien on pouvait sortir de kilos de cendriers, de boules et d'objets manufacturés. Enfin, finalement, on a gardé le tout, la totalité de la géode et les quartz de marron quasi gemmes que nous avons au muséum. 23 tonnes de cristaux géants. Et c'est pour ça qu'il y avait pris de place et que j'ai préféré faire des opérations de ramassage et de visite des bourses internationales pour acheter de jolis cristaux avec l'aide de mécènes. ELF, Total, l'Association des Amis de la Minéralogie et beaucoup de diamantaires et bijoutiers. La valeur de la pierre dépend du marché et de l'offre et de la demande, surtout de la demande. Pour les collectionneurs, souvent, ils pratiquent par échange. Comme sur la bourse de Milan, où il n'y a pas d'achat ni vente, c'est juste des échanges entre collectionneurs de minéraux et de gemmes. Maintenant, il y a des bourses internationales et on peut estimer à 1 million le nombre de bons collectionneurs qui sont dans le monde pour la minéralogie et peut-être 200 000 pour les gemmes taillées ou les cristaux bruts qu'il vaut mieux ne pas tailler parce qu'ils sont beaucoup plus rares que ce qu'on peut voir dans les vitrines de bijouterie. La rareté pour un collectionneur, c'est qu'il soit le seul à avoir la gemme en question. Mais finalement, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont leur collection en coffre-fort qui ne les montrent pas. Un jour, une journaliste célèbre, je dirais très célèbre, me téléphone pour me dire qu'elle a acheté à Alexandrie une très grosse alexandrite. Et alors je lui ai dit, est-ce que par exemple le bijoutier l'a fait tomber sur la table de verre en disant, voyez, elle ne se casse pas. Et puis, quelle est sa grosseur? Oh là là, elle pèse 30 carats, il paraît que c'est très rare, très beau, etc. Alors j'ai dit, madame, vous savez que c'est la seule espèce minérale qui est copiée par un aluminate de vanadium, et ce n'est pas d'alexandrite, c'est une pierre fausse produite en usine. Et je crois que c'est la seule expertise que j'ai pu faire par téléphone de mon vie jusqu'à présent. Alors le muséum
conserve une très belle collection historique de gemmes, puisque tous les types cristallographiques, diamant, rubis, saphir, émeraude et beaucoup de gemmes, ont été connus et mesurés par Romée de Lille à lui et ses successeurs. Et la collection du muséum, pour l'étude scientifique et historique de l'histoire de la gémologie, est actuellement la première du monde, sur le plan historique. Évidemment, on peut trouver des gros diamants à Washington, à New York, ou chez les milliardaires saoudiens, mais le fonds scientifique, il est déposé au muséum, et puis modestement, j'ai pu contribuer pendant 31 ans à compléter les collections. Par exemple, le nombre d'espèces minérales présentes dans la collection, je l'ai augmenté de 42% en 31 ans.